Quand vous vous rendez compte que vous pouvez être avalé, il n'est pas bon d'être en situation de faiblesse dans un dialogue avec Poutine. L'Ukraine doit tout faire pour que cette guerre prenne fin l'année prochaine par des moyens diplomatiques. Gallagher Fenwick, on est quand même passablement étonné. Qu'est-ce qui, à votre avis, motive ce changement de stratégie dans la communication, dans la rhétorique de Volodymyr Zelensky? Que redoute-t-il? Pourquoi dit-il ça? Le 5 novembre, ça y est, Donald Trump arrive. Il a expliqué qu'il allait régler la question en 24 heures. Et le président Zelensky, qui avait quand même déjà laissé entendre qu'il souhaitait une fin proche de la guerre. Oui, il commençait à le dire. 2025 avait circulé. Mais là, ce qu'on sent, c'est le début d'un moment relativement inconfortable et très délicat pour un président qui va devoir faire beaucoup de pédagogie par rapport à des choix qui vont être douloureux pour l'ensemble de la population, à commencer par celles et ceux qui se battent encore, qui sont encore en vie et qui ont vu des dizaines de milliers de leurs camarades tomber. Et il va falloir qu'il explique que la guerre va se poursuivre, mais par des moyens différents, notamment par la négociation, et que la négociation... Mais il disait le contraire. Il disait qu'il ne fallait pas négocier. C'est pour ça que ça va être très inconfortable et délicat comme exercice de pédagogie. Il le fait sur une radio ukrainienne, Suspilnev, vous l'avez cité, et il faut expliquer que ça n'est pas une capitulation, et donc il faut s'adresser aux Ukrainiens, mais il faut s'adresser à la communauté internationale, et c'est ce qu'il fait pour dire, de même que vous nous avez assisté, aidé militairement, ne nous abandonnez pas diplomatiquement, sinon on va se retrouver, David, face au Goliath russe, et dans cette situation asymétrique, on court énormément de risques. Sylvie Berman, je sais que vous n'êtes pas dans la tête de Zelensky, malgré tout, est-ce que quand il dit cela, il est totalement défaitiste et il sait très bien que les choses vont mal tourner pour lui et c'est pour ça qu'il se dépêche, ou est-ce qu'il a quand même une part d'optimisme sur ce qui peut se produire à partir de maintenant diplomatiquement? Alors, je ne suis pas sûre qu'il soit très optimiste, mais il essaie d'obtenir le soutien des Américains et éventuellement des Européens, mais il parle surtout des Américains. Moi, j'avais participé à une réunion qui était une réunion officieuse, mais où il y avait des Ukrainiens, des Allemands, des Américains, et on a répété que naturellement cela revenait aux Ukrainiens de décider du moment et des modalités de la négociation. Et les Ukrainiens, proches de la présidence, avaient dit non, c'est pas comme ça que ça se passe, on est dans cette guerre ensemble et c'est pas nous qui allons prendre cette responsabilité. En d'autres termes, c'est plus facile à Zelensky, qui sait qu'on s'oriente vers des négociations, de dire c'est les Américains qui nous y encouragent, puisque c'est le terme qui l'a employé, et ça c'est le premier point, parce que pour lui ça serait suicidaire après tout ce qu'il a dit, après ce nombre de morts. Donc ça l'aide de dire c'est les Américains qui nous y encouragent. Absolument, bien sûr que ça l'aide et ça prépare effectivement les esprits, et en même temps il demande aux Américains bien entendu de les aider pour être forts au moment de la négociation. Alors Aurélien Duchesne, on est en train de comprendre qu'effectivement Zelensky c'est en train de se convertir lui à la réalité issue des élections américaines. Mais est-ce que ça voudrait dire qu'il ferait aujourd'hui moins de cas de l'intégrité territoriale de son pays au profit des garanties sécuritaires de long terme? Est-ce que c'est ça qu'il est en train de sous-peser? Il y avait eu des signes avant-coureurs. Certains éléments de la négociation de mars 2022 sous auspice turc évoquaient par exemple la question de la Crimée. Il ne s'agissait non pas de dire qu'elle allait passer pour de bon sous pavillon russe, mais qu'on allait remettre à plus tard le dossier criméen. Il y a eu ensuite le coup de semonce lorsque le président Zelensky, au printemps 2023, été 2023, avait dit que pour le Donbass, ça deviendrait compliqué. Beaucoup lui sont tombés dessus, et c'est là que Zelensky avait renoué avec un discours un peu plus maximaliste, où il avait reparlé d'aller se baigner en Crimée quand la guerre serait finie, etc. Là, on peut imaginer une chose, c'est que, pour employer des termes militaires, Zelensky veut peut-être prendre l'initiative sur cette question des gages territoriaux avant que ce soit pour l'administration Trump qui lui mette un fait accompli, qui lui dise par exemple maintenant il faut solder cette question. Le dernier aspect enfin, c'est l'opinion publique. Il y a un sondage récent qui montre que 58% des Ukrainiens sont encore opposés au principe même de céder des territoires. C'est 3 points de plus que dans le dernier sondage. Maintenant, quand on compare au sondage de l'automne 2022, c'était 85%. Donc on a déjà quand même 20 points de l'opinion publique ukrainienne, si on en croit les sondages, qui ont déjà acté l'idée qu'il fallait peut-être renoncer à des terrains. Général, il y a quand même juste une phrase qu'on a scrutée avec Anne, parce que les mots sont importants. Une phrase qui dit, premièrement, l'Ukraine part
perdante pour ces négociations. Et phrase qui finit avec « Nous ne devons pas céder plus de terrain ». Il ne dit pas « Il ne faut pas céder du terrain », il dit « Il ne faut pas céder plus de terrain ». Est-ce que c'est en train Qu'est-ce que ça sous-entend de démarrer l'idée que peut-être à partir de maintenant, on va devoir en effet se séparer de 20%, mais si c'est 20%, ça va? Écoutez, oui, c'est pas très rassurant, parce que ça veut dire qu'il y a un principe de réalité que les Ukrainiens et les personnalités politiques ukrainiennes, Zelensky en tête, sont en train d'assimiler. C'est le fait qu'ils vont peut-être être obligés de négocier à leur tort. Donc ça on va voir, parce que Trump, il est quand même très 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 imprévisible. Ça n'a pas commencé, on verra comment ça se passe en face. Il suffit que Poutine lui déplaise ou des exigences trop importantes pour qu'il fasse exactement le contraire de ce qu'il a dit, on verra bien. Maintenant, Zelensky, il y joue quand même son avenir, parce que sa légitimité venait du fait que c'était Churchill, c'était le Churchill ukrainien. À partir du moment où il négocie et qu'il abandonne 20%, il devient Chamberlain. Donc vous voyez, le Capitole est très proche de la route tarpéienne, à mon sens, en ce qui concerne Zelensky. Donc ça va peut-être le faire aussi. On peut pas être le résistant suprême, le De Gaulle, Churchill, et puis d'un seul coup dire maintenant, je te cède. On imagine De Gaulle disant je cède l'Alsace et la Lorraine pour pouvoir libérer la France, par exemple. Sans doute son peuple sait-il qu'il n'a pas le choix. Oui, vraisemblablement, mais il prépare aussi l'opinion publique, et puis à mon avis il est dans le bleu aussi. Il va falloir qu'il attende pour savoir avoir des précisions plus importantes. Donc il prépare l'opinion publique, mais en gardant les fers au chaud, et puis toujours peut-être demain en étant capable de prendre une direction ou une autre en fonction de ce que feront les États-Unis. Les sous-marins, les missiles sous-marins font partie de la triade, de la triade russe. Donc, Aurélien Duchesne, est-ce que, justement, on ne se demande pas est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine transparence mutuelle entre l'Occident qui peut surveiller ces sites grâce à ces sources ouvertes, grâce à nos satellites, ce sont nos satellites qui nous permettent de voir ces images. Et en retour, est-ce que les Russes, justement, ne font pas exprès de nous les faire voir? Voilà. C'est-à-dire, ils nous montrent ces opérations en connaissance de cause. C'est cela. Alors la transparence mutuelle a été garantie par exemple par des traités entre les Américains et les Russes, les traités de désarmement. C'était sur les armes stratégiques où les deux parties au sens diplomatique, envoyaient des équipes d'inspection. D'ailleurs c'était sur les armes stratégiques mais pas les armes tactiques, là, par exemple. C'est vraiment un ciel ouvert. Sur le satellitaire, nous aussi on l'a fait dans une certaine mesure. On l'a fait par exemple à l'époque où on avait dans la fameuse triade nucléaire, on avait la composante terrestre, le plateau d'Albion, donc des missiles qui devaient être retirés depuis la Terre. Avant de l'annoncer officiellement, on a commencé à le faire comprendre par d'autres manières. En le montrant, par nos images satellites. Une sorte de signalement stratégique. Et les Russes aussi, une autre manière de le montrer, c'est que beaucoup de gens avaient paniqué quand 3 jours après l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine avait annoncé une mise en alerte des forces nucléaires russes qui ne voulait strictement rien dire en réalité. C'était pas vraiment un renforcement de posture. On n'est pas remarqué après ça que par exemple nos satellites n'avaient pas montré un renforcement de l'activité par exemple nucléaire russe. Le dernier aspect enfin, c'est que ces missiles R-30, pour anecdote, si vous avez vu le film Le Chant du Loup, c'est ce missile-là qui est censé être tiré sur la France. Ces missiles R-30, ça fait partie de ceux que la Russie est en train de moderniser à travers son énorme plan, un plan à mon avis qui pourrait un peu faire les frais au fond de la guerre d'Ukraine, vu qu'il faut financer la priorité absolue qui est le terrain ukrainien. Le Chant du Loup avec François Civil, si je ne m'abuse. Et oui, votre sosie. Mon sosie, vous trouvez? Certains disent. On aura appris un truc ce soir. D'aucuns le disent, absolument. Puisque vous aimez les images de satellites, on va vous en montrer d'autres, mais qui viennent cette fois de Chine, parce que on a repéré, enfin quand je dis on, bien sûr, c'est pas moi, ce sont là aussi les renseignements occidentaux. Mais c'est un peu la même histoire. C'est un peu la même histoire. C'est strictement la même chose. Regardez, c'est les images qui révèlent que la Chine a développé un prototype de réacteur nucléaire terrestre pour un grand navire de guerre de surface. Alors, en général, on va avoir besoin de vous parce que un navire de guerre de surface, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça peut être un porte-avions? Oui. C'est ça? Oh oui, vraisemblablement, oui. Parce qu'ils ont déjà des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ça, ils sont équipés. Et donc, là, maintenant, c'est la parité. Les Américains ont 11 porte-avions nucléaires. Bon, il y a deux nations aujourd'hui qui ont des porte-avions. Il y a la France et les États-Unis. C'est tout. Oui, mais la Chine La Chine n'a pas de porte-avions actuellement, elle a des porte-aéronefs. C'est quoi un porte-aéronef? C'est un, vous savez, il y a un pan incliné et c'est des avions normaux qui décollent et donc ils ont besoin de beaucoup de carburant et ils emportent moins, ils peuvent emporter moins de munitions lorsqu'ils décollent et donc comme ils consomment beaucoup de carburant au décollage, ensuite ils vont moins loin. Donc le porte-avions, c'est la différence, c'est technique mais c'est la catapulte. Voilà. Et ça ce serait en fait potentiellement le premier porte-avions
propulsion nucléaire de la Chine. De la Chine. Ils ont acheté d'ailleurs un porte-aéronef ukrainien en 1994 et ils ont fait un deuxième sur ce modèle-là, construit en Chine mais sur le même modèle. Donc c'est du diesel, porte-aéronef un peu comme les Britanniques, avec un plan incliné pour aider à décoller. Et là, ce serait le troisième. Ils sont en train de le développer effectivement avec une catapulte électromagnétique comme les Américains. Et donc visiblement là, il semble qu'ils soient en train de développer un moteur nucléaire. Alors, qui change tout, parce qu'après, il y a une permanence à la mer qui est très très largement supérieure à ce que permet. Ils ont besoin de rien. Bah oui, il n'y a pas besoin de pétroliers, ravitailleurs, etc. Voilà. Alors il y a des grands entretiens assez longs, de 18 mois, parce qu'il faut à un moment décharger le combustible, le changer, faire les vérifications, etc. Oui, mais tant que c'est en mer, c'est bon. Mais tant qu'ils sont en mer, c'est bon. Puis ils vont en construire plusieurs. Donc il y aura une permanence à la mer. Et donc là, c'est véritablement pour contrer la puissance américaine, notamment dans le Pacifique. C'est la confrontation indo-pacifique qui arrive là. Tout le monde redoute. Voilà. Justement, Sylvie Berman, est-ce que le Pentagone ne serait pas particulièrement soucieux du rythme auquel la Chine développe, modernise justement sa flotte navale? Oui, bien sûr qu'il est soucieux parce que c'est le principal compétiteur, et en particulier dans le Pacifique, qui est aujourd'hui la priorité des Américains. Ils ont acheté, comme le général l'a dit, en 1994, mais ils l'ont mis à la mer en 2011 ou en 2012 simplement. Et donc c'est très récent, c'est-à-dire en 10 ans, ils en ont quand même mis 3 à la mer et ils continuent à construire. Et naturellement, aujourd'hui, effectivement, avec la propulsion nucléaire. Donc ils vont aller très vite et c'est l'inquiétude américaine. Oui. Et de manière générale, ils construisent tous les 3 ans l'équivalent de la marine française. Ouais. Oui. Alors, la marine, tiens. La marine. Parlons-en parce qu'il s'est passé quelque chose entre des pêcheurs, figurez-vous, en Norvège, un petit bateau de pêche norvégien qui a pris dans ses filets, ça n'est pas une plaisanterie, figurez-vous, un sous-marin nucléaire américain qui s'appelle le USS Virginia, un sous-marin nucléaire d'attaque qui naviguait près de Tromsø, de 115 mètres de long quand même, le sous-marin nucléaire. Le petit bateau, c'était 10 mètres. Et donc, il a traîné sur 2000 nautiques. Ça fait 3,5 km. Le sous-marin nucléaire. Ouais. Donc, on imagine quand même la stupeur de ce pauvre commandant de bord pêcheur qui dit qu'il a eu des dommages parce que ses filets de pêche ont été endommagés. Donc, on ne sait pas s'il va être dédommagé justement. Regardez, on a sur cette carte le trajet, le tracé justement entre ce couple formé l'espace de 2000 nautiques entre un sous-marin nucléaire américain dont personne ne savait qu'il était là. Son filet a dû être coupé pour libérer le sous-marin. Vous avez raison, Guillaume. Il y a eu une intervention pour couper parce qu'il bloquait l'hélice du sous-marin nucléaire. Ça, c'est la terreur des sous-mariniers. Moi, j'ai des copains qui étaient sous-mariniers. Et oui, quand on est dans un sous-marin... C'est pas une plaisanterie, ça peut exister. Non, bien sûr, parce que lorsqu'on est un sous-marin nucléaire d'attaque, le sous-marin nucléaire d'attaque, il a 2 fonctions. C'est d'abord d'accompagner les sous-marins nucléaires d'engin pour pouvoir chasser si jamais il y a des prédateurs autour. Et puis la deuxième fonction, c'est les opérations spéciales. Puis là, on voit qu'il glane au nord de la Norvège, c'est-à-dire que c'est la route de Mourmansk. Vous voyez un petit peu Mourmansk par le nord, la route nord, etc. Parce que pas la Baltique, mais par le nord. Voilà. Donc en fait, quand ils font ça, ils ont des plongeurs et ils sortent. En fait, ils sortent pour couper les filets, etc. Pardon, mais c'est pas un peu plus profond normalement un sous-marin? Ils naviguent où ils veulent. Ça dépend de la mission qu'il a. Où ils veulent, je me doute, mais c'est-à-dire que quand on est dans une immersion périscopique, il faut bien remonter à la surface et puis observer ce qui se passe. Guillaume Serrin est en train de dire que le sous-marin nucléaire avait fait une erreur dans son trajet. J'ai un copain qui commandait un sous-marin nucléaire d'attaque sur une côte qu'on ne nommera pas et qui à un moment s'est pris dans les filets d'un pêcheur et a commencé à dériver vers ces côtes hostiles. Donc ils ont eu très peur et donc il m'avait expliqué qu'il avait fallu couper les filets rapidement. Ils ont des plongeurs, ils ont été couper les filets, ils ont pu reprendre le large, mais ils ont eu une grosse frayeur parce que là c'était pas pour rigoler, c'était des opérations spéciales. Voilà. Gallagher Félix, vous avez quelque chose à dire sur cette anecdote? Non, mais ça ne manque pas de me faire penser à la séquence avec le drone qui a happé par un filet. Oui, exactement, vous avez raison, on l'a vu tout à l'heure. Donc, non. Les filets, quand même, servent. C'est une arme qui est assez primaire, qui existe depuis des millénaires. Les gladiateurs, il y avait. Et qui fonctionne. Ils balançaient très loin, là, dans les airs comme sous les mers. Nous qui sommes préoccupés par la menace nucléaire en provenance de Russie, on a désormais la solution. C'est juste une affaire de filet. Un bon vieux filet. Voilà.
Est-ce que ce choix de personnalités qui sont avant tout loyales au président est quelque chose, donc on vient de comprendre que ça ne choquait pas les Américains, mais est-ce que ça va les aider à faire leur travail convenablement, ou alors finalement ça n'a aucune importance? Il y a une vraie stratégie d'ensemble derrière, parce que évidemment l'idée de mettre à des ministères, enfin des secrétariats comme on dit aux États-Unis, clés des gens de la société civile, ça n'est pas d'hier. Je rappelle que par exemple un certain Barack Obama avait pensé à Elon Musk à l'époque pour des responsabilités politiques. Il avait même pensé au complotiste anti-vaste Robert Kennedy à l'époque où ce monsieur était globalement à gauche. Oui, plus fréquentable, vous voulez dire. Sauf que quand on compare ces nominations toutes récentes de 2024 avec des personnalités du secteur privé que Trump avait nominées en 2016, à l'époque, il y avait par exemple Rex Tillerson, un magnat du pétrole aux affaires étrangères. La logique derrière était de dire un businessman fera de meilleurs deals qu'un diplomate, où les diplomates ne servent à rien. Maintenant, quand je prends une nomination récente de Trump, qui date d'aujourd'hui, Doug Burgum, ce monsieur devra devenir à la fois ministre de l'Intérieur, mais aussi prendre la tête d'une commission nationale de l'énergie dont l'un des gros objectifs sera de forer un maximum de pétrole et de gaz de schiste. Or, l'intérêt de ça, pour terminer là-dessus, c'est que qui s'occupe de savoir quelles terres, par exemple, sont des espaces naturels, sont des réserves amérindiennes ou des terrains qu'on peut forer? C'est le ministre de l'Intérieur. Autrement dit, ce que fait Trump, quelque chose d'inédit, c'est qu'il est en train de filer les clés du camion à des businessmen pour exploiter l'appareil juridique de l'État américain. Oui, parce qu'en effet, Gallagher, j'ajoute que là, on a appris, comme vous le disiez, que Chris Wright, qui est un magnat de la fracturation hydraulique, et donc secrétaire d'État à l'énergie. Oui. Ça nous dit quand même, là aussi, c'est presque, j'allais dire, un bras d'honneur à la fonction. C'est un peu comme pour la santé, un anti-vax. Encore une fois, au risque de vous décevoir, non, en fait, les Américains ont voté pour ça. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant de regarder la relation. Ils étaient prêts pour ça, ils ont envie de ça. Oui, c'est-à-dire que Trump, il commençait beaucoup de ses rassemblements en disant « drill, baby, drill », c'est-à-dire on va forer, ma chérie, on va forer. Ah, super. Donc il y a une célébration, si vous voulez, de l'exploitation des énergies, de l'exploitation des hydrocarbures, des énergies fossiles, pardon, je cherchais le terme. Donc moi, je ne suis pas du tout surpris, Aurélien, à l'instant. Ça veut dire que les Américains, en nombre, se moquent de l'environnement? Alors, d'une part, oui. Deuxièmement, pour avoir parlé avec pas mal d'Américains, là, ils se moquent de toutes ces nominations. C'est-à-dire que nous, ils veulent des résultats normal. Ils ont voté sur quoi? Ils ont voté sur l'économie et l'immigration. Donc, ils veulent que l'inflation diminue, que les courses au supermarché coûtent moins cher, que l'essence, effectivement, à la pompe, elle soit moins chère. Et comment est-ce qu'on fait baisser le prix de l'essence? On fore, on produit beaucoup plus d'essence, on en raffine beaucoup plus et on en envoie beaucoup plus dans les stations. Et ça, mécaniquement, ça va faire baisser le prix. Et sur l'immigration, ça va être un immense dossier pour Donald Trump. Donc là, on va attendre de voir ce qu'il va faire là-dessus. Mais tout ce qui est justice, éducation, même santé ou quoi, il y a des grands débats et c'est bien normal sur les chaînes d'information. Mais franchement, les Américains... la plupart des Américains, Matt Gaetz, Kennedy ou quoi, c'est des personnages, des pantins secondaires. Ils ne sont pas obsédés par ces nominations. Ils ne les suivent pas à la minute près. Et il n'y a pas forcément les controverses dans l'ampleur auxquelles on pourrait s'attendre au vu effectivement du profil de ces personnages quand on commence à se pencher dessus. Alors justement, vous faites bien de nous parler de ce dont les Américains ont envie, parce qu'il y a un autre pays en Amérique où les citoyens ont voté pour un président qui faisait ce même genre de promesses. En Amérique du Sud, bien sûr, c'est l'Argentine. Emmanuel Macron, figurez-vous, le chef d'État français, est en train d'arriver en Argentine, où il va justement pour une visite courte, avant d'aller au G20 au Brésil le lundi, où il va donc rencontrer le président argentin, ultra-libéral, quasi-libertarien, qui justement s'entend comme larron en foire avec Donald Trump, avec Elon Musk. Souvenons-nous, Guillaume, qu'il était là à Mar-a-Lago, lors du gala qui a eu lieu, je crois, il y a 2 soirs, donc avec Sylvester Stallone et Javier Milei, ensemble, j'allais dire, sur la même scène. Donc voilà à quoi ressemble le paysage politique important aux États-Unis, aux Amériques aujourd'hui. Et
Et donc Emmanuel Macron va normalement dîner en tête-à-tête ce soir avec le président argentin. Il va avoir des consultations avec lui demain. On se demande d'ailleurs ce qu'on peut vraiment obtenir de l'Argentine. Peut-être Gallagher, il est climato-sceptique. Voilà, le premier sujet. Donc c'est le premier sujet. Vous savez, la délégation argentine, bon, ça a fait beaucoup de bruit, a quitté avec fracas la COP29. Alors les Azerbaïdjanais, puisque ça se passe là-bas, sur leur territoire, voilà, essayent d'arrondir un peu les formes en disant que bon, il y a eu un souci de programmation, etc. Oui. Mais on comprend que voilà, il a voulu faire un coup, et c'est très important pour le président français, qui est quand même l'un des chantres, voilà, du combat pour la préservation de l'environnement, de faire en sorte que l'Argentine ne décroche pas complètement. Attention, si monsieur le président argentin admire autant Donald Trump, souvenons-nous que c'est Donald Trump qui avait quitté les accords de Paris. Oui, est-ce qu'il ne va pas vouloir limiter et faire la même chose? Peut-être que Emmanuel Macron est en train d'essayer de faire en sorte que ça ne se passe pas. Il faut essayer de minimiser la casse, de mitiger en fait les manœuvres de Javier Milei sur ce dossier qui n'est pas forcément central, hein, parce qu'il faut rappeler que le principal chantier du président argentin, c'est quand même l'économie, avec une cure d'austérité absolument massive qu'il est en train d'infliger à sa population. Donc l'environnement, c'est pas son premier dossier. En revanche, c'est important pour le président français de le voir, c'est un gros morceau de son déplacement, dont il faut rappeler que c'est à 2 jours du début du G20 qui va se dérouler dans un pays voisin, à savoir le Brésil. Et donc il y a aussi la nécessité de travailler avec ce grand émetteur qui est l'Argentine, mais aussi d'évoquer d'autres dossiers. Est-ce qu'on pourrait obtenir quelques contrats, non? Alors, il y a des contrats, oui, non, mais bien sûr, il y a des contrats économiques. Les exosets? Non, je plaisante, c'est une blague. Attention, ici, avec les armes, on ne plaisante pas. Hein. Non, il y a une référence au Malouine. Mais non, il y a le secteur culturel qui est non négligeable. Et puis, il y a aussi, en ce moment même, l'immense concurrence chinoise dans cette partie du monde, sachant que voilà, Biden et Xi Jinping sont en train de se parler en ce moment. D'abord, juste sur cette personnalité de Milei, Aurélien Duchesne, on le présente souvent comme, je cite, un mini-Trump argentin. Est-ce que c'est vraiment comparable? Non, parce que d'une part, sur l'état de droit, par exemple, comme vous le disiez, c'est un libertarien, Javier Milei, alors que Trump fait des références qui sont quand même à la lisière du fascisme au sens historique du terme. Deuxièmement, certes, Milei est très conservateur, par exemple sur l'avortement, mais à l'image des Argentins, quand vous regardez les sondages. Milei est évidemment climato-sceptique, etc. Mais il a un programme qui est aux antipodes de Trump sur l'essentiel des sujets sociétaux. Encore une fois, son maître mot, c'est la liberté, là où Trump en est quand même à contester des élections. Mais aussi sur Milei, si vous me permettez cette analogie, alors Milei se présente comme un fan des Rolling Stones, et il les met souvent dans ses meetings. Il y a une phrase vous ne le croyez pas? Il y a une phrase que peut-être qui peut s'appliquer à la diplomatie qu'on doit avoir vis-à-vis d'un Javier Milei. La chanson des Stones, Can't Always Get What You Want. Vous pouvez regarder sur mon accent. Vous ne pouvez pas toujours avoir ce que vous voulez. Eh bien, j'imagine qu'Emmanuel Macron a en tête le fait que là, avec Javier Milei, on a quelqu'un qui désormais est pro-ukrainien jusqu'à proposer de livrer par exemple des avions à l'Ukraine. On a dans un pays qui était auparavant aligné sur la Russie sur la plupart des sujets, un pays qui bascule dans notre camp entre guillemets. Et c'est ça l'intérêt de Milei. Quand on parle du fameux Sud global, Milei, lui, il est beaucoup plus proche de nous. Voilà, il sort du Sud global.